Gigantesque trait d'union entre l'Europe et l'Asie, les 12 000 km de la route de la soie furent pendant 2000 ans l'un des grands axes de diffusion de la civilisation. Cette route fut sillonnée par des générations de voyageurs anonymes et d'autres, plus célèbres comme Marco Polo, qui l'emprunta pour se rendre en Chine. Au cœur de cet intense trafic commercial qui traversait les steppes et les déserts de l'Asie centrale, la soie. La découverte de la soie est attribuée à l'impératrice Xilingshé. Elle aurait laissé tomber un cocon de verre à soie dans une tasse de thé bouillant et en le repêchant aurait dévidé un long fil soyeux. Légère, solide, brillante, quasi inaltérable, la soie a toujours été considérée comme un tissu exceptionnel en Orient comme en Occident. Sa fabrication resta longtemps le secret des Chinois, ce qui en augmentait l'attrait et le prix. C'est par le biais de la route de la soie que d'autres techniques comme l'imprimerie ou la fabrication du papier ont été diffusées. Dans les villes qui jalonnaient la route se mêlaient les savoirs et les cultures. Sur les étals des marchés s'échangeaient les soieries de Chine, mais aussi les cotonnades indiennes, les fourrures de Sibérie, l'or de Rome et de Constantinople, les parfums d'Arabie et même les chevaux d'Asie centrale, très prisés par les Chinois. Les pistes chinoises de la route de la soie furent créées sous les Han de l'Ouest. Partant de Xi'an, elles serpentent sur 2000 km parmi les déserts les plus hostiles, comme le Gobi ou le Taklamakan. Elles traversent également de vastes plateaux où les troupeaux paissent en été. Le climat y est rude. L'été, les températures grimpent à plus de 45 degrés. Les printemps et les automnes sont si courts qu'on les perçoit à peine. L'hiver, le thermomètre dégringole jusqu'à -10. Point de départ oriental des caravanes s'engageant sur la route de la soie, Xi'an, capitale de la Chine pendant plus de 1000 ans. Appelée autrefois Chang'an, paix éternelle, c'est aujourd'hui le chef-lieu de la province du Shaanxi. Elle occupe une place prépondérante dans l'histoire de l'humanité, au même titre que Rome ou Constantinople. Témoin essentiel de ce rôle historique, la grande pagode de l'Oie sauvage. C'est au pied d'une tour de 74 mètres que le moine Xuanzang et ses confrères traduisirent en chinois les textes sanscrits qu'ils avaient ramenés de l'Inde par la route de la soie. C'est grâce à cette traduction que la religion bouddhiste put se répandre dans toute la Chine. À l'apogée du bouddhisme, plus de 300 moines résidaient dans les cours et les jardins du monastère qui entouraient la pagode. Autre haut lieu de l'ancienne capitale, son temple dédié à Confucius. Ici est conservée la plus importante collection de pierres gravées en Chine. 1095 pièces, parmi lesquelles 114 stèles, dont l'une comporte un texte attribué à Confucius et annoté 15 siècles plus tard par une main impériale. Ces textes, gravés dans la pierre au fil des âges, témoignent de l'importance de l'écrit aux yeux des Chinois. Certains ont été rédigés il y a près de 1200 ans. Xi'an abrite au centre-ville une importante communauté musulmane, les Roués. Ils descendent des marchands arabes qui s'établirent en Chine au Moyen-Âge et épousèrent des Chinoises. Les Roués font partie des 18 millions de Chinois qui se réclament de l'islam. Ils sont 9 millions. On les reconnaît à leur toque blanche et à leur barbiche. Installés au nord-ouest de la ville, leur souk entoure la grande mosquée, fondée en 742. Son architecture, qui rappelle celle des temples Ming, est caractéristique des mosquées chinoises. Cette mosquée est le point de rassemblement des 30 000 Chinois musulmans de Xi'an.
Selon la coutume chinoise, les 4 portes de l'ancienne ville fortifiée de Xi'an indiquaient les 4 points cardinaux. Elles ont subi des modifications. La plus grande partie des remparts du XIVe siècle est en revanche encore intacte, comme la tour ronde qui marque l'angle sud-ouest. Au Moyen-Âge, le tracé de la ville de Xi'an était si admiré en Asie qu'il a été copié par les rois de Silla, en Corée, pour aménager leur capitale, Gyeongsu, puis par les Japonais lors de la construction de Nara et Kyoto. Rescapés de l'architecture chinoise du XVe siècle, les 27 mètres de la tour de la cloche. Jadis, on frappait la cloche à l'aube pour annoncer l'ouverture des portes de la ville. On la frappe aujourd'hui pour se porter bonheur. Dans la tour d'en face, des tambours battaient au crépuscule pour marquer la fermeture des portes. C'est autour de la place rénovée que les voyageurs se donnent rendez-vous pour goûter aux spécialités locales, comme l'incontournable ravioli. Ici, on le farcit d'une 50aine de préparations différentes avant de le cuire à l'huile, à l'eau ou à la vapeur. Tout aussi incontournable, le grand spectacle en costume évoquant l'épopée de la route de la soie et l'histoire de la région, berceau de la civilisation chinoise. Thème central des ballets, le règne de l'empereur Qin Shi Huangdi, premier unificateur de la Chine plus de 200 ans avant notre ère et bâtisseur de la Grande Muraille. La nécropole de l'empereur Qin Shi Huangdi a été découverte à une trentaine de kilomètres à l'est de Xi'an, gardée par des milliers de guerriers d'argile. Le site, que des paysans ont mis à jour par hasard en 1974, abrite 6000 statues serrées en ordre de bataille sur 14 000 mètres carrés. Les soldats montent la garde à l'est de la sépulture impériale. Leur coiffure indique leur rang dans l'armée chinoise. La majorité de l'armée de terre se compose de fantassins vêtus d'une simple tunique dépourvue de cuirasse. Outre les fantassins, des détachements d'archers, de cavaliers et même un état-major sont répartis dans différentes fosses. L'empereur repose à 1 km de la fosse principale dans un immense palais souterrain, non exploré encore, recouvert par un imposant tumulus. Xi'an, capitale de l'Empire de Chine pendant 1100 ans, fut la porte de la route de la soie. C'est ici que les grandes caravanes de commerçants se rassemblaient avant de mettre le cap vers l'ouest, traverser les déserts les plus redoutés de la planète et franchir les cols les plus hauts du monde. Commerçante, la route de la soie l'est toujours. Les chameaux ont été remplacés par motos et camions, mais les immenses marchés subsistent. À 150 km environ à l'ouest de Xi'an, c'est déjà le Kansu, une province qui s'étire entre les plateaux du Tibet oriental et les steppes de la Mongolie. À la frontière des provinces du Shaanxi et du Kansu, les foires hebdomadaires sont fréquentées par des musulmans reconnaissables à leur calot. Ils ne sont pas roués, mais mongols. Les régions que traverse la route de la soie hébergent un incroyable mélange de populations. Carrefour des routes que les caravaniers empruntaient à travers le Kansu, l'Inxia, 700 000 habitants, dont la moitié sont musulmans. Elle joua un grand rôle dans la diffusion de l'islam venu d'Asie centrale. Surnommée la Petite Mecque, l'Inxia est un lieu de pèlerinage et un centre d'édition d'ouvrages classiques en arabe et en persan. Pas moins de 1700 mosquées s'élèvent sur le territoire de la préfecture autonome rouée de l'Inxia. Traversée par le fleuve Jaune, la province de Kansu est une charnière entre le monde chinois et celui de l'Asie centrale. On n'y trouve pas de riz, les cultures essentielles étant le maïs et le blé. Mais sur ces terres jaunes, friables et volatiles, on récolte également à la fin de l'été des aubergines, des pommes de terre, des poivrons, des choux géants, des poires et du tournesol. Dévalant les montagnes, les rivières alimentant le fleuve Jaune sont captées par les agriculteurs pour irriguer les champs. Sur ces terres, généreuses quand vient la pluie,
mais peu fertile quand l'eau est rare, l'agriculture est un dur labeur. La région est essentiellement rurale. Construit sur un plateau, le monastère de Labrang met subitement le voyageur en prise avec l'univers tibétain. C'est l'un des 6 établissements de la secte des Bonnets jaunes, fondée par un lama érudit en 1709. Le monastère est aujourd'hui placé sous l'autorité spirituelle de la 6e réincarnation du lama. Déjà désignée, la 7e n'a pas encore atteint l'âge adulte. Il ne reste qu'une douzaine de temples sur les 80 que comptait le monastère au XVIIIe siècle. Pillés lors de la Révolution culturelle, ils sont rouverts depuis 1980. De l'aube au crépuscule, les bouddhistes, venus pour la plupart à pied de lointaines régions, effectuent leur pèlerinage. 4 heures de marche, de prière et de prosternation autour du monastère. Chaque fois que tourne le moulin, une prière s'envole jusqu'au Bouddha. L'enseignement joue un rôle important dans le bouddhisme tibétain. 6 collèges confèrent le diplôme tibétain d'enseignement supérieur. Chaque collège a son temple où sont dispensés les cours de médecine tibétaine, d'enseignement ésotérique, d'astronomie, de haute et basse théologie et l'enseignement de la roue du temps. Certaines de ces disciplines nécessitent 15 ans d'études. L'on y enseigne aussi la musique, la peinture et la danse. Chaque année, au 7e mois lunaire, les élèves en théologie sont soumis à un examen de passage pour devenir lama. Ils doivent répondre rapidement aux questions sans se laisser troubler par les manifestations de leurs camarades. Difficile de se concentrer dans une telle ambiance. Alentour, ce sont les immenses plateaux qui au sud glissent vers le Tibet. Une population semi-nomade y vit essentiellement d'élevage. Les tentes de bergers sont déplacées au gré des saisons. Cavaliers émérites, les Tibétains élèvent ici les chevaux qui se payaient à prix d'or au temps de la route de la soie. Ces animaux firent la force du royaume tibétain au Moyen-Âge. Pauvre en pâturage, la Chine a tout fait dans l'histoire pour en conquérir de nouveaux, afin d'assurer l'élevage des chevaux indispensables au contrôle de l'immense empire. Les plateaux autour de Labrang sont le domaine des Tso, croisement de vaches et de yaks, qui trouvent là nourriture abondante et eau venue des glaciers. Point de rencontre des nomades et des fermiers tibétains, Siareux, un bourg de montagne à 900 mètres d'altitude. Dans un joyeux désordre, on y croise les populations de la région et on y trouve tout le nécessaire à la vie quotidienne. Le village vit essentiellement en marge du monastère de Labrang, dont il assure la subsistance et l'entretien.
La route se dirige vers le Russie, c'est-à-dire l'ouest du fleuve Jaune, un corridor naturel entre les neiges des monts Silienne et les déserts de Mongolie. Le corridor de Russie était emprunté par les caravanes de marchands ou les colonnes militaires. Encerclés par les séchoirs à maïs, les villages sont ici de petites forteresses avec leurs murs de terre damée ou de briques. Autour, la terre est souvent sèche et les paysans guettent avec anxiété les 300 mm de pluie annuelle. Les 720 km de pistes qui relient Xi'an à Lanzhou étaient franchis par les commerçants de la route de la soie en 18 étapes. Lanzhou, capitale du Gansu, plus de 2 millions d'habitants. Son importance réside dans sa position stratégique à l'entrée du corridor du Russie. Une halte et un point de transit pour le commerce entre la Mongolie, le Sichuan et le Tibet. Autrefois, la traversée du fleuve Jaune s'effectuait au moyen de radeaux faits d'outres en peau de chèvre ou de mouton. Depuis 1909, un pont de fer à 5 arches franchit le fleuve. Sur la place centrale, comme dans toute ville chinoise, la population vient s'adonner aux sports traditionnels comme le tai chi ou le qigong, et à certaines danses moins traditionnelles comme le disco. Lanzhou, fidèle à sa vocation, est la porte de l'unique voie ferrée qui dessert le nord-ouest de la Chine, la ligne Pékin-Urumqi, 3774 km, prolongée vers le Kazakhstan. Première vision de la muraille de Chine. Pour certains, le voyage dure jusqu'à 35 heures et les voitures prennent vite des aires de campement. Aux étapes, la précipitation est de mise, malgré le calme des hôtesses et la décontraction des préposés. À l'autre bout du corridor de Russie, Tiaoyuguan, ou la passe de Tiaoyu. À ses portes commence le désert de Gobi. Ancienne place forte verrouillant le passage le plus étroit du corridor de Russie, Tiaoyuguan est devenue ville moderne en 1965 en accueillant la deuxième aciérie de Chine. Tiaoyuguan, 100 000 habitants, produit aussi du fertilisant chimique, du ciment, du coke et du fer à partir du minerai extrait des montagnes voisines. À 5 km à l'ouest, l'histoire reprend ses droits avec une autre portion de la muraille de Chine. C'est sous la dynastie Han que la Grande Muraille fut prolongée dans cette région pour protéger les caravanes contre les razzias des Xiongnu, des nomades apparentés aux Huns. Mais la grande page d'histoire de Tiaoyuguan a été écrite sous la dynastie des Ming. C'est au XIVe siècle, en effet, que fut érigée la citadelle destinée à veiller sur la passe. Une passe de 25 km de large entre les monts Silienne et les monts Mazong, au-delà de laquelle, pour les Chinois, commençait le monde barbare.
On raconte que la conception du fort fut si minutieuse qu'à la fin des travaux, il ne resta qu'une seule brique en surplus par rapport aux prévisions de l'architecte. Au pied des neiges des monts Siliennes, le train de l'Asie centrale fend le désert à quelques pas des vestiges de la Grande Muraille. Une tour de guet ne veille plus que sur le canyon vertigineux au fond duquel s'écoulent les eaux verdâtres en provenance des glaciers. Non loin des fortifications, en 1972, un berger découvre par hasard une ancienne nécropole. 1400 tombeaux, au fond desquels des peintures sur briques retracent différents aspects de la vie quotidienne au IIIe siècle avant notre ère. Une fois franchi la passe de Thiaoguan, le voyageur pénètre dans la partie sud du désert de Gobi. Un désert terrible et fascinant, avec ses étendues rocailleuses bordées de montagnes enneigées. Pour protéger les caravaniers des brigands, des postes de guet donnaient des informations aux patrouilles, par signaux de fumée le jour, avec des feux la nuit. Aujourd'hui, la route est sûre, bien que les vents rendent parfois la circulation difficile. Souvent, ils déclenchent de petites tornades inoffensives. Parfois, ils soufflent en rafales brutales qui projettent les pierres du désert sur les bus et les camions. Les températures peuvent varier de plus 45 degrés à moins 10. Mais tous les voyageurs, caravaniers, chercheurs, pèlerins, évoquent surtout la force du vent dans le désert de Gobi. À l'extrême nord-ouest du Kansu, Tung Wang, enfin de la verdure. Tung Wang est la première oasis véritable depuis le corridor de Russie, 750 km², irrigué par les eaux des glaciers lointains. 20 000 habitants en plein milieu du désert. Au IIe siècle, la ville abritait 76 000 âmes. Elle était une étape vitale pour l'approvisionnement des caravanes. En été, la température y est telle que toute vie s'arrête entre midi et 4 heures, même sur le marché, où les paysans renoncent à surveiller leur étal le temps de la sieste. Sous la halle, la profusion de légumes et de fruits ne permet pas d'imaginer qu'à quelques centaines de mètres de là règne le désert le plus total. Le ravitaillement des voyageurs a toujours été une priorité pour Tung Wang, d'où la prolifération des petits restaurants. Au bout d'une rue bordée d'abricotiers, les dunes de sable semblent vouloir pénétrer dans la ville. Oui, le désert de cailloux a fait place au désert de sable. Chaque soir, des dizaines de curieux sillonnent les dunes pour accompagner le coucher du soleil. On dit dans la région que jadis, une armée entière fut ensevelie sous les sables et que l'on entend toujours les plaintes des soldats quand souffle le vent. Les chameaux de Bactriane étaient le moyen de transport naturel de la route de la soie. Très résistants, venus à l'origine d'Afghanistan, ils peuvent peser jusqu'à 700 kg et jeûner un mois durant. Les caravaniers boivent leur lait, se nourrissent de leur viande, s'habillent de leur laine. Des voyageurs du monde entier se rendent chaque année à Tung Wang. La raison ? Les falaises de Mogao,
l'ensemble de peintures rupestres et de statues bouddhiques le plus riche du monde. On doit ce trésor à la vision d'un moine du IVe siècle. Aux alentours de l'année 366, un moine nommé Lazoun est arrivé de Xi'an après un séjour en Inde d'où il ramenait des manuscrits bouddhiques. Mais quand il arriva ici, il ne trouva pas de logis, pas de nourriture. Un soir, alors qu'il contemplait le coucher de soleil, il vit se refléter dans les lueurs du couchant l'incarnation de 1000 Bouddhas. Il perçut là un signe de Bouddha et décida de creuser la première grotte. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs du lieu où fut creusée cette première grotte. La seule certitude, c'est que nous avons ici 492 grottes en parfait état. De 1415 figurines et 45 000 mètres carrés de fresques colorées ornent les parois des grottes de Mogao. L'ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Deux heures et demie de piste plus loin, le Gobi rocailleux a repris ses droits. Au nord-ouest de Tunhuang, c'est Yumenguan, la passe de la porte de jade qui était empruntée par les caravanes de la route de la soie. Au centre, comme dans toutes les passes, une fortification en assurait la défense. Les tours comportent souvent une cour intérieure où vivaient les familles des soldats. Les murs sont faits d'un torchis où se mêlent terre, paille et pierre. Chaque fortification est visible de sa voisine, ce qui permet une parfaite surveillance de la passe. Au fil des siècles, les murs de défense ont été sculptés par l'érosion éolienne. L'eau saumâtre du lac voisin apportait un peu de fraîcheur aux caravaniers qui abordaient ensuite l'une des parties les plus désertiques de la route de la soie. Seule l'extrême sécheresse du climat a permis à ces vestiges de la Grande Muraille de traverser les siècles. À l'image des forts de la région, le matériau de base pour la construction de la muraille était la terre mêlée de paille et de pierre. Entre le désert de Gobi et celui du Taklamakan, la route se glisse au nord d'Urumqi, vers les terres des cavaliers kazakhs. Les Tian Shan, les monts célestes, donnent au site l'aspect inattendu d'un paysage alpestre. Tout au long de l'année, les Kazakhs transhument avec leurs troupeaux et bien qu'ils aient été incités à se sédentariser, la yourte, la tente traditionnelle, reste très présente dans le paysage. Elle est l'habitat le mieux adapté au climat et à leur mode de vie. Autour d'un bâti de bois, la yourte est recouverte de plusieurs épaisseurs de feutre, une étoffe non tissée faite de poils de chameau agglomérés. La décoration est faite de tapis traditionnels et d'objets parfois modernes. Dans un coin, siffle la bouilloire pour le thé au beurre, servi aux hôtes. Dans les villages, les Kazakhs sédentarisés ont souvent installé leurs yourtes dans les cours des maisons. En effet, ils n'arrivent pas à renoncer totalement à la vie nomade.
À moins d'une heure des sommets enneigés et des herbages immenses, surgit Urumqi. Cette ville récente est la capitale de la région autonome des Turcs ouïghours du Xinjiang, l'ancien Turkestan chinois. À 900 mètres d'altitude, ces usines et ces activités commerciales sont le pivot de l'économie régionale. La région est une zone de passage ancienne du trafic caravanier, mais Urumqi est une ville récente à l'échelle de l'histoire des routes de la soie. Elle n'a pris de l'importance qu'au XIXe siècle en devenant capitale du Xinjiang. Aujourd'hui, c'est une cité ultramoderne, comme toutes les métropoles régionales chinoises. Le 1,5 million d'habitants d'Urumqi ne compte pas moins de 13 ethnies différentes, parmi lesquelles les Turcs ouïghours sont majoritaires. C'est pourquoi les inscriptions sont toujours en chinois et en ouïghour sur les façades des édifices. Le drapeau de la République populaire fédérant toutes ses origines. La forte proportion de l'ethnie ouïghour dote le Xinjiang d'un statut particulier, celui de région autonome, à l'instar du Tibet ou de la Mongolie intérieure. À l'est, les neiges éternelles du pic Bogda apparaissent à 70 km de la ville. Un coup d'œil sur les rues commerçantes donne une idée de l'importance économique de cette capitale. Dans la ville moderne, les chevaux d'aujourd'hui sont en béton. En guise d'oasis et d'eau pour se rafraîchir, les habitants d'Urumqi n'ont guère que le parc Hongsan. La pagode de la Colline Rouge domine la ville. La légende raconte qu'un dragon s'était installé au pied de la colline. Il laissait traîner son ventre dans le lit du fleuve qui traverse la ville et provoquait ainsi des crues catastrophiques. On décida d'édifier des pagodes sur chaque colline. Le dragon s'enfuit et depuis, il n'y a plus d'inondation. Pour rejoindre Turfan, on longe les monts Célestes, frontière naturelle de 2000 km de long. Le trafic est dense dans cette région qui, depuis plus de 2000 ans, contrôle la route commerçante au nord. Le long de la route, les déblais des karez. Karez en turc désigne un ingénieux système de puits et de canaux d'irrigation souterrains. Souterrain, car en surface, l'évaporation de l'eau serait trop rapide. Ce système, il existe puisqu'il existe depuis 2000 ans environ. Autrefois, c'était des propriétés privées. Et maintenant, c'est organisé par l'État. C'est une oasis très sèche. Il pleut rarement, mais il neige dans les grandes montagnes qui ont plus de 4000 5000 mètres, donc on a souvent de la neige. Quelquefois l'eau n'est pas assez abondante, quelquefois on a trop d'eau, l'inondation par exemple, mais on a toujours de l'eau. Cette eau des montagnes est une vraie providence dans la région la plus chaude et la plus sèche de Chine. Captée au pied des montagnes et acheminée par les 3000 km de Karez, l'eau a permis d'irriguer une gorge baptisée la vallée des raisins, car la richesse des lieux, ce sont les vignes. Introduit dans cette contrée hostile bien avant notre ère, le raisin, sans pépins, de Turfan, faisait partie du tribut que la cité versait aux empereurs de Chine. Les grappes étaient alors transportées dans des caisses plombées, baignant dans la glace des montagnes, jusqu'à la cour de Xi'an. Aujourd'hui, les raisins secs de Turfan sont réputés dans toute la Chine. Après la cueillette, les grappes sont placées dans des séchoirs dont les murs ajourés permettent une déshydratation sous les effets conjugués de la chaleur et du vent.
Celui-ci souffle 1 jour sur 3 en rafales violentes. Turfan est d'ailleurs surnommé le dépôt du vent. À Turfan, la majorité des 170 000 habitants sont ouïghours, la plus importante ethnie du Xinjiang. Au nombre de 6 millions, ils parlent une langue turque et seraient issus de tribus nomades venant du sud du lac Baïkal. Ils habitent des maisons carrées, spacieuses et confortables, construites en briques de terre séchée. Ils sont musulmans, les femmes se coiffent d'un foulard et les hommes de la dopa, un petit bonnet carré dont la couleur variait autrefois suivant la région d'origine. L'eau des Carrèzes permet à chaque maison d'avoir sa vigne, bien sûr, mais aussi un potager qui apporte un peu de fraîcheur sur le devant de l'habitation. Comme partout en Chine, des activités d'appoint arrondissent l'économie des ménages. Les maisons des Ouïghours abritent souvent des ateliers de couture. Leurs produits sont commercialisés jusqu'en Europe. Au cœur de la maison, une boulangerie? Non, la chambre. En fait, une plateforme où dort la famille, chauffée par un four de briques. Le kang. La chaleur du kang assure des siestes douillettes et une parfaite pré-cuisson du pain. Sédentarisés depuis le XIIe siècle, les Ouïghours restent malgré tout très attachés à leur tradition nomade. En particulier à leur musique et à leur danse rythmée dont raffolait la cour chinoise au Moyen-Âge. Exemple unique de l'architecture musulmane d'Asie centrale, la mosquée Emin est l'orgueil de l'oasis ouïghour de Turfan. Dessinée par un architecte ouïghour en 1777, son minaret est un fuseau de simples briques séchées au soleil qui s'élèvent vers le ciel. Comme à Urumqi, la double nationalité implique l'écriture de toutes les pancartes en 2 langues, le ouïghour et le chinois. Une forte amende punit les contrevenants, même s'il s'agit du menu d'un petit restaurant. Depuis les débuts de la route de la soie, la ville de Turfan est un lieu de repos pour les caravanes, entre les basses températures des montagnes et la chaleur torride des déserts. Le bassin de Turfan est le site terrestre le plus bas après la mer Morte. Le centre de la cuvette est à 154 mètres en dessous du niveau de la mer. L'activité y est intense tout au long de la journée, sauf, chaleur oblige, entre 13h et 16h. Avant et après, comme si les habitants voulaient rattraper le temps perdu, les commerces fixes et ambulants débordent d'activité. Une légende raconte que les Ouïghours descendent des amours d'un homme et d'une louve. Des soldats ayant tué le jeune homme, la louve se réfugia dans les montagnes où elle donna naissance à 10 garçons,
ancêtres des tribus turques dont sont issus les Ouïghours. Aux portes de la ville, le désert a pour nom Taklamakan. En turc, cela signifie « celui qui y entre, plus jamais n'en ressort ». 300 000 km², immense réserve de gaz et de pétrole, il est considéré comme le désert le plus dangereux du monde. À 1335 mètres d'altitude, Kashgar, que les Chinois dénomment Kasheu. Au pied de la chaîne du Pamir qui forme la frontière avec le Pakistan, c'est la plus grande ville oasis de l'Asie centrale chinoise. Ceux qui parcourent ces rues sont des Ouïghours, bien sûr, mais également des Pakistanais, des Tadjiks, des Kirghizes ou des Kazakhs. Les républiques turques d'Asie centrale sont tout près. Pékin est bien loin. Kashgar est la porte des grandes routes commerçantes vers l'Inde, la Perse et Samarcande. Aujourd'hui, comme au temps de la route de la soie, la ville est un centre d'échange et de commerce. Lors des fêtes musulmanes du Corban et du Bayram, plus de 80 000 personnes se rassemblent à la mosquée Haïdgar. Bâti en 1442, l'édifice abrite une salle des prières soutenue par 140 piliers de bois sculptés, peints en vert, la couleur de l'islam. À plus de 3000 km de la capitale chinoise, quelle heure est-il ? Là, vous voyez l'heure locale. Il est 3h moins le quart. Mais à Pékin, il est 5h moins le quart. Car ici, nous avons différentes heures. L'heure d'été, l'heure d'hiver, l'heure locale et l'heure de Pékin. Mais si vous prenez l'avion, le train ou de toute façon si vous êtes touriste, on indique toujours l'heure de Pékin. 2000 ans de commerce et d'échange ont fait de Kashgar un centre artisanal exceptionnel. Près de la mosquée, le vieux quartier abrite des dizaines d'échoppes. L'or y a son domaine. Les bijoux sont réalisés dans l'instant. Il suffit de passer commande et quelques minutes plus tard, les élégantes peuvent porter leurs boucles d'oreilles. Les ateliers ne sont pas loin, des dizaines de jeunes apprentis attendent derrière les présentoirs. Ils réalisent en quelques coups de lampe à souder les bijoux les plus fins. À côté des bijoutiers, le cabinet du dentiste attire les clients à l'aide de pancartes très didactiques. Tout comme le tailleur ou l'horloger. Les Ouïghours ont une riche tradition musicale. Parmi leurs instruments populaires, le dotar, une guitare à cordes, et le ravap, une mandoline à 6 cordes. Parfois, se détache la façade colorée d'une maison ouïghour. Au centre-ville, les 180 000 habitants bénéficient d'un plan d'eau où ils peuvent, à loisir, oublier les rigueurs d'un climat dont les températures font toujours le grand écart entre le jour et la nuit,
et entre l'hiver et l'été. Autre havre, le vieux cimetière qui entoure le mausolée de Aba Roja. Ici repose Concubine parfumée, la favorite de l'empereur Qianlong. Concubine parfumée était originaire de Kashgar. « 18 mètres de haut, une statue de Mao rescapée de la campagne de déboulonnage qui a touché la plupart des effigies du grand timonier. À ses pieds, le dimanche, les écoliers viennent danser, chacun suivant son folklore. Mais le dimanche, Kasheu, comme l'appellent les Chinois, redevient Kashgar, la Turque, l'immense caravansérail des routes de la soie, lorsque les marchands des pays limitrophes rencontraient les caravaniers de passage. Rien, ou si peu, n'a changé. Rien n'a changé, sauf peut-être le billard, un véritable sport national dont les tables envahissent les rues. Marchands, badauds, bergers et chalands viennent par milliers des oasis environnantes au bazar du dimanche qui s'anime sur la rive est de la rivière Tumam. Mais la cohue n'est qu'apparente. Depuis des siècles, le bazar de Kashgar obéit à des règles immuables. Chaque activité y a son emplacement précis. Particulièrement fréquenté, le secteur des marchands de coqs de combat. Retour aux sources avec le marché de la soie. Les femmes y achètent les précieux fils avec lesquels elles broderont les habits de fête et les coiffes des hommes. Si on peint les œufs durs en rouge, ce n'est pas en référence à certaines idéologies, mais en signe de bonheur. Au milieu de la foule dense, les âniers se frayent un chemin à coups de poche-poche. Un thé frappé pour la soif, mais aussi des ingrédients plus bizarres. Empruntés à la médecine traditionnelle chinoise, les reptiles séchés fluidifient le sang ou lubrifient les os. Autre résurgence des routes de la soie, la foire aux bestiaux. Les caravaniers, après avoir traversé les sommets du Pamir, échangeaient ici leurs yaks et leurs chevaux contre des chameaux avant de poursuivre vers l'est. À un moment ou à un autre, les marchands se dirigent toujours vers le spectaculaire marché aux chevaux. Comme il y a 2000 ans, les cavaliers y présentent toujours leur monture au galop, au milieu de la foule. Pendant des siècles, cette route aura été comme nulle autre la voie royale du commerce, mais aussi celle de l'histoire, de la religion, des cultures et des idées. Aujourd'hui, seuls les chevaux continuent de courir les steppes.
À la fin du XVe siècle, lorsque les grands navigateurs ouvrirent la route des Indes, la route de la soie devint elle aussi route maritime. Sur les chemins de l'Orient légendaire, les bateaux ont remplacé les caravanes. Et le commerce mondial a suivi son cours de la mer Rouge à la mer de Chine, à l'écart des déserts et des montagnes d'Asie centrale, loin des traces de Marco Polo.